Donc, merci. Quelques petites choses qu'on a déjà vues sur les hernies parastomiales. C'est la complication la plus fréquente des stomies. Pour les colostomies et les iléostomies terminales, la fréquence peut aller jusqu'à 28% pour les iléostomies terminales, 48% pour les colostomies. Le diagnostic, il est très très variable parce que parfois il est uniquement clinique, mais quand on fait un suivi radiologique, et en particulier pour les patients cancéreux qui ont des scanners de manière régulière pour le suivi carcinologique, on s'aperçoit qu'on découvre à ce moment-là des éventrations qui sont peu symptomatiques, voire non symptomatiques, et qui n'apparaissent pas cliniquement. Bien sûr, comme d'habitude, c'est variable en fonction du suivi et de la durée. Les facteurs de risque qui font partie de la prévention, parce qu'on peut agir sur ces facteurs de risque pour éviter que les patients développent une hernie parastomiale, c'est l'obésité, le diabète, un bon équilibre du diabète, les traitements par corticoïdes qui doivent être modérés, et puis d'autres choses sur lesquelles on a moins d'action, mais sur lesquelles on peut aussi agir, comme l'hyperpression intra-abdominale chez les patients qui sont prostatiques ou qui ont une bronchite chronique. Les facteurs de risque, on les connaît. C'est la taille de l'orifice qu'on va déterminer pour faire la colostomie. S'il a plus de 3 cm, on a un risque qui est supérieur chez ce patient-là, avec un orifice qu'on a créé de 3 cm, d'avoir une hernie parastomiale. La localisation dans la paroi abdominale, on en parlait tout à l'heure, transmusculaire ou pas, dans la Cochrane de 2013, il n'y a aucune différence. On a tous appris qu'il fallait les faire en transmusculaire. Sur cette revue de la Cochrane de 2013, il n'y a pas de conclusion formelle, transmusculaire ou pas. Est-ce qu'il faut fixer la stomie au muscle ou au fascia? Là aussi, on n'a pas de réponse. A priori, ça ne sert pas de pouvoir les fixer. Ça ne va pas prévenir, cette fixation ne va pas prévenir le risque de développer une éventration. La chirurgie en urgence, elle, est un risque, un facteur de risque important, bien sûr, de développer une éventration parastomiale. La classification qu'on vous a déjà montrée, elle m'apparaît excessivement intéressante, cette classification de l'EHS, parce qu'elle inclut à la fois la hernie parastomiale, et ce qui est souvent le cas, comme on l'a vu précédemment, le fait qu'il y ait une hernie sur la médiane ou sur l'autre incision en plus. Elle inclut aussi le fait que ça soit une éventration primaire ou une récidive, ce qui là aussi est important, la taille avec. Et à ce moment-là, on a ce schéma qui est relativement simple et qui va permettre aussi de définir un algorithme de traitement qui va tenir compte de l'association éventration stomie plus éventration médiane, récidive ou primaire, et surtout la taille, dans le choix à la fois de la technique chirurgicale, la paroscopie ou la parotomie, et le choix de la prothèse qu'on va pouvoir mettre en place. La prévention, la tunnelisation extra-péritonéale pour ce qui est le côlon ne va pas diminuer la prévalence des éventrations, ça ne sert à rien. La stomie latérale ou médiane transmusculaire, on l'a vu, ça ne sert non plus à rien. Il n'y a pas dans la littérature d'éléments qui permettent de conclure pour un élément ou pour un autre. La taille de l'orifice, on en revient à la même chose avec l'étude SMART, c'est 3 cm et c'est vraiment au-dessus de 3 cm, le risque est vraiment multiplié de manière importante et la fixation ne diminue pas le risque d'éventration. Alors, qu'est-ce qui nous reste comme possibilité? L'utilisation des prothèses. Et le premier à avoir publié une série, c'est Israelson en 2004. 54 patients ont été randomisés, prothèse et sans prothèse. C'était du polypropylène à large port de faible grammage. Elle était posée en rétromusculaire. Il n'a eu aucune complication précoce, infectieuse, parce que c'était la problématique, naturellement, de mettre dans une situation qui est de grade 2 ou de grade 3 d'un point de vue infectieux, le fait d'aller poser une prothèse en polypropylène, et il avait moins d'éventration à 12 mois. On a des séries qui sont beaucoup plus récentes. On a l'étude Prévente qui a été faite par nos collègues hollandais. 150 patients ont été randomisés entre 2010 et 2012.
Ils avaient tous une colostomie définitive. Il avait été utilisé dans le groupe de 72 patients qui devaient avoir une prothèse de polypropylène légère en rétromusculaire, de petite taille, 10 sur 10. Le temps opératoire était augmenté, mais il n'y avait pas plus d'infection quand on avait la prothèse que quand on n'en avait pas. Ce n'était pas significatif. Et en termes, pour le moment, ce qui a été publié dans Hernia en 2016, il n'y avait pas de différence pour toutes les complications précoces, il n'y avait pas de différence en termes de douleur et il n'y avait pas de différence en termes de qualité de vie. Le seul élément qui était un peu différent entre les deux groupes, c'était un temps opératoire qui a été un peu augmenté. Dans les séries tout à fait récentes aussi, là, c'était par voie ouverte, rétromusculaire voie ouverte. On a une autre série qui a été publiée en 2016 dans Annals of Surgery par l'équipe de Lopez-Cano. Et il s'agissait là d'interventions qui a été faite par laparoscopie en réalisant de manière préventive des Sugar Baker chez des patients. 52 patients randomisés après amputation abdominopérinéale laparoscopique du rectum avec colostomie définitive. Une prothèse qui était une prothèse composite avec biface de 15 sur 20, donc une prothèse plus grande, mais ça on le sait, pour le Sugar Baker, il va falloir des prothèses plus grandes de toute façon. En intrapéritonéal, le temps opératoire, la morbidité entre les deux groupes n'était pas différente, était exactement à peu près la même. Le suivi à 26 mois, qui était clinique et radiologique avec la réalisation de scanners, eh bien, on avait dans le groupe qui n'avait pas eu de prothèse 25% qui avait une prothèse, 25% de récidive, et on avait 64% dans celui qui n'avait pas de prothèse. On a quand même un niveau élevé de récidive, mais 25 versus 64, je pense que ça ne se discute pas. On a aussi, tout à fait récemment, dans le British Journal of Surgery, une méta-analyse de l'utilisation des prothèses pour prévenir les hernies parastomiales. Cette méta-analyse qui a été faite par Cross, c'est 10 essais randomisés, 649 patients. Alors le problème dans ces deux méta-analyses, je vais vous en présenter une autre, c'est que à la fois les techniques et à la fois les prothèses sont excessivement variables dans les séries qui ont été colligées. Dans cette méta-analyse, par exemple, on avait des prothèses synthétiques et des prothèses biologiques, et on sait que les résultats, quand même, en termes de récidive, ne sont pas du tout les mêmes. On a 7 essais sur 10 qui ne comprenaient que des colostomies. Le suivi était compris entre 1 et 5 ans dans ces séries. Dans le groupe avec prothèse, qu'elle soit synthétique ou biologique, on avait 16% d'éventration un petit peu plus. Et dans le groupe sans prothèse, on avait 36% d'éventration avec un petit p qui était inférieur à 0,0.1. Pas de différence pour les infections péristomiales, toujours la même problématique. On met une prothèse dans un milieu potentiellement infecté. Il faut y faire attention, et si on y fait attention, le problème de l'infection est très secondaire. Et là aussi, on le voit, il n'y a pas de problème d'infection en mettant ce type de prothèse. Donc la recommandation, c'était d'utiliser des prothèses pour la prévention des hernies parastomiales. Deuxième méta-analyse dans Disease Colon Rectum 2017, 7 essais randomisés contrôlés, 432 patients, prothèses synthétiques et prothèses biologiques aussi, techniques très variées dans la pose, rétromusculaire, intrapéritonéale, laparoscopie, laparotomie. Le taux de hernie parastomiale clinique, 10 versus 32%, donc 3 fois plus de hernie parastomiale si on ne met pas de prothèse. Le taux de radiologique, on passe à 34 versus 55%, et on n'a pas de complications des post-opératoires, et en particulier du nombre de complications infectieuses. En conclusion, il faut mettre des prothèses pour prévenir les hernies parastomiales. La littérature nous démontre l'efficacité en termes de résultats sur l'éventration parastomiale. Et je vous recommande de lire les deux articles que je vous ai cités, celui de l'équipe de Brandsma et celui de l'équipe de Lopez-Cano, qui décrit très bien la technique de Sugar Baker par célioscopie lors d'une amputation abdominopérinéale par laparoscopie. Je vous remercie. Oui. Merci. J'avais cru de nos camarades suisses et belges que la technique de préventive avec la prothèse biface était intéressante. Vous avez donné une série avec 25%
d'éventration malgré la prothèse préventive, ce que je trouve consternant comme résultat, quoi. Et donc je me demande s'il ne faut pas qu'on se repose la question de savoir comment faire les colostomies. Parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, il n'y a aucune étude qui dit qu'il vaut mieux la faire comme ci que comme ça. Et est-ce qu'il faut coudre le côlon au péritoine à l'intérieur? Est-ce qu'il faut coudre le mésocôlon? Est-ce qu'il faut coudre le côlon à la ponévrose sous la peau? Il faut qu'on se pose la question de savoir comment faire une colostomie de manière à réduire le taux des éventrations, soit spontanément, soit avec prothèse. Parce qu'un malade sur 4 avec une prothèse préventive, je trouve que c'est effrayant. C'est très mauvais, quoi. La remarque est très bonne. Quelle est la stomie idéale? Alors, la fixation, comme je l'ai dit, dans la littérature, la fixation ne sert à rien. Ne va pas prévenir le développement d'une éventration. Le fait qu'elle soit transmusculaire ou plus latérale, non plus. Enfin, dans les données de la littérature. Après, quand on voit les résultats de la série que je vous ai donnée, je pense en effet que si on fait des techniques de Sugar-Baker en particulier, comme on le voit sur la dernière série, on a des résultats qui sont nettement améliorés. Les prothèses, au début, comme je vous l'ai montré dans la première série qui est celle de Israelson, elles faisaient 10 sur 10. On imagine une toute petite prothèse de 10 sur 10 à travers laquelle on va faire passer le côlon. Avec la rétraction de la prothèse avec le temps, les phénomènes inflammatoires, le risque d'éventration, il ne va pas être le même que si on n'en avait pas mis, mais il va être quand même très important, et on le voit bien, 25%. Mais c'est quand même 25% d'un côté versus plus de 65% de l'autre côté. Donc on a quand même un gain qui est non négligeable. Après, maintenant, la question qu'il faut se poser, je suis d'accord avec vous, c'est comment on améliore encore les choses. Moi, je pense que la technique de Sugar-Baker est une amélioration, surtout si on utilise une prothèse biface en hamac, comme on l'a montré, qu'on réduit l'orifice pour ne pas le laisser, pas simplement mettre la prothèse. Et à ce moment-là, je pense qu'on arrivera à améliorer les résultats. Après, on en revient à comment on traite. Est-ce que vous faites une laparotomie pour aller aborder uniquement l'éventration parastomiale, ou est-ce que vous avez, comme dans le cas qui a été décrit précédemment, une éventration sur votre médiane plus une éventration sur la stomie? Il dit en prévention, si tu fais une laparotomie, il disait que c'était plus difficile de faire un Sugar-Baker en laparotomie. Moi, je n'ai pas le... Enfin... Attends, tout le monde fait en cellule. Il y en a quand même suffisamment, parce que de toute façon, comme on part du principe qu'en transmusculaire, ça ne change pas grand-chose, qu'on va la renforcer avec une prothèse, on peut se latéraliser beaucoup plus à ce moment-là. Vous latéralisez un peu plus, vous gagnez 5 cm sur le côté, et vous allez mettre une prothèse, un Sugar-Baker, sans trop de soucis, à mon avis. Enfin, moi, c'est ce que je fais. Au lieu de la mettre en transmusculaire, je la mets plus latérale et on fait un Sugar-Baker avec une prothèse suffisamment grande. Oui, une question là. Nicolas Berger-Paris, vous dites qu'en termes d'infection, il n'y a pas plus d'infection avec ou sans prothèse, mais en termes de gravité d'infection, parce que moi j'ai un souvenir d'une prothèse qui s'est infectée, ça a quand même juste donné une péritonite, alors qu'une infection péristomiale, ça se traite par des soins locaux. Alors, dans la littérature, la difficulté, c'est qu'on ne fait pas la différence entre infection péristomiale, voire infection juste sous-cutanée, même avec une prothèse qu'on va traiter sans trop de soucis, avec des pansements régulièrement, et des infections qui vont nécessiter l'ablation de la prothèse, par exemple. Ça, je n'ai pas retrouvé dans la littérature de séries qui font la différence entre infection péristomiale simple, je dirais, et nécessité de procéder à l'ablation de la prothèse. Par exemple, la série d'Israelson, la série initiale, montre qu'ils ont eu 0 complication et 0 explantation. Eux, ils précisent qu'ils ont eu 0 explantation de prothèse. Mais voilà. Oui, Michel Prudhomme de Nîmes. Donc, je ne suis pas tout à fait d'accord avec l'interprétation de dire que pour une prévention, le Sugar-Baker est certainement le meilleur. Il ne faut pas oublier quand même que c'est des prothèses intrapéritonéales et que pour une prévention, on va mettre des prothèses intrapéritonéales. Déjà, un problème de conscience, on peut dire. Deuxième remarque, ce n'est pas toujours aussi simple à mettre. Alors que
ce qu'on veut, c'est renforcer la paroi, en fait, pour qu'il y ait le moins possible d'éventration. Donc la technique rétromusculaire, c'est une technique que je préconise, donc petit conflit d'intérêts, mais c'est certainement celle qui va le plus vite, qui est le moins compliqué, qui peut être fait par n'importe quel chirurgien. Il n'y a pas besoin d'être un chirurgien pariétal. Un chirurgien colorectal peut mettre ça en 10 minutes à la fin d'une intervention. C'est un peu l'idée, c'est un peu le but. Et enfin, pour le taux de récidive, enfin le taux d'éventration péristomiale après une rétromusculaire, dans les études hollandaises, il est extrêmement faible. Donc c'est aussi très efficace. Voilà, moi, ça m'a toujours gêné de mettre une prothèse intrapéritonéale pour une prévention d'une supposée complication qui arrive une fois sur deux. Le taux d'éventration est tel que on peut, enfin, il faut peser le bénéfice et le risque des deux, mais le taux d'éventration est tel, avec le risque qu'on a vu, par exemple, d'étranglement qui est non négligeable, et là, on va voir vraiment des patients et même des chirurgiens, on va être en très très grande difficulté. Donc, moi, je veux dire, la qualité des prothèses qu'on a actuellement et qu'on pose en intra-péritonéal, je veux dire, c'est pas... il faut peser les deux, je suis bien d'accord, mais je pense que le Sugar Baker a démontré, en particulier si on fait de la chirurgie laparoscopique, qu'on peut l'utiliser sans problème et sans difficulté. Bon, affaire à suivre. Jean-Pierre, tu voulais en composer une question? C'était juste pour revenir sur la point de vue tout à l'heure. Le problème éthique de la chirurgie préventive, c'est ça. Moi, je m'étais toujours élevé depuis le début au sein de l'EHS, il y a eu beaucoup de discussions. Sur les tableaux, une infection, effectivement, voilà, il y a un chiffre dans une colonne, un chiffre dans l'autre. Mais en pratique, c'est pas tout à fait la même chose d'avoir une infection pariétale sans prothèse qu'une infection pariétale sur prothèse. Ça, et des grosses catastrophes, on en a tous vu, en particulier dans les services où on s'occupe beaucoup de chirurgie pariétale parce qu'on a les merdes de tout le monde. Et ça existe, et c'est pas rare, voilà, c'est tout. Tout à fait. On va peut-être continuer, Muriel va prendre la parole.